Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Qu'est-ce que la réalité? 6. La fraude des trois règnes. Ceci est un extrait ce que j'appelle un mémoire, une somme de, disons, l'état de mes connaissances sur divers sujets sur lesquels j'ai cherché, sur lesquels je me suis beaucoup documentée toutes ces dernières années. C'est quelque chose que j'ai fait en 2014, je crois. Voici l'extrait du chapitre 2, gros chapitre, microcosme, macrocosme. La fraude des trois règnes. Debout est un mot à usage presque exclusivement humain pour signifier vertical. L'homme est un animal vertical, ou un arbre mobile. Pour peu que nous laissions derrière nous notre conditionnement mental, qui exige que nous acceptions comme allant de soi un cloisonnement strict entre les entre guillemets, trois règnes, animal, végétal et minéral, vision arbitraire, nous pouvons laisser une nouvelle vision émerger. Plutôt que trois entités qui n'auraient rien de commun dans leur essence, distinctes, séparées, de nature différente, nous sommes alors capables de les percevoir comme trois stades symboliques du plan d'incarnation, autrement dit notre univers. Le minéral est présent en toute chose vivante, donc dans l'homme, sous forme de sel plus ou moins aggloméré ou incorporé à la matière organique. Il est présent dans les os, durs comme pierre, et dans les os de l'organisme humain, la mer intérieure. Parfois il s'agglomère en concrétion, lithiase, littéralement formation de pierre dans les tissus, créant du solide là où il devrait y avoir de la fluidité. À propos des métaux, des taux de sels minéraux, les taux de matière minérale sont extrêmement précis dans la composition des organismes vivants, de la mer, etc. Leur dosage délicat en perpétuelle recherche d'équilibre. La présence de cristaux en suspension dans tout organisme vivant est une condition sine qua non de leur existence biologique. 9 éléments, apprend-on, composent 99% du vivant. Vivant signifiant ici organique, le monde inorganique étant exclu. Donc 99% du vivant, végétaux ou animaux. Et ces 9 éléments sont oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium, phosphore, chlore, soufre, potassium. Le végétal développe en nous ses structures ramifiées à l'extrême. Les fluides, tels le sang et la lymphe, circulent dans des vaisseaux jusque dans les plus infimes structures, exactement comme la sève dans la plante, par capillarité. La structure des os est modelée sur la fibre des arbres, elle est tubulaire. La surface de la peau, ainsi que les yeux, réalisent elle aussi une photosynthèse, une production ou synthétisation de substances grâce à la lumière solaire, la vitamine D. Les ramifications aussi bien des racines que des parties aériennes sont figurées dans l'intégralité du corps humain ou animal à l'intérieur de sa forme. L'arbre, dont le squelette, entre guillemets, est masqué à nos yeux par la luxuriance de sa frondaison, à la belle saison, se révèle tout autrement l'hiver venu. Au lieu de la forme caractéristique que lui donne son feuillage, le cœur renversé du tilleul, la plume effilée du peuplier, la ramée compacte du vieux chêne, le plumeau léger du bouleau, c'est la structure interne qui apparaît, interne entre guillemets. Le tronc, les branches étagées, ramifiées, qui se divisent et se multiplient en même temps qu'elles s'amenuisent. Les arbres feuillus nous offrent deux visages de leur réalité. L'un est la forme, l'autre l'essence. Bien entendu, il s'agit là d'une sorte de métaphore, car le squelette des arbres, c'est encore la forme. Pourtant, à travers cette image, nous voyons qu'à tous les niveaux, la relation du visible au non visible se répète. Voir la structure de l'arbre lorsqu'il se dépouille nous incite à regarder toute chose comme si nous pouvions voir sa structure. Par exemple, nous pouvons regarder, entre guillemets, les racines d'un arbre plongeant profondément sous la terre. Certains réseaux de racines, d'ailleurs, se déploient autant que la ramée elle-même. D'autres sont plus profonds et ramassés, d'autres encore superficiels et étales, comme les racines superficielles du sapin. De même, nous pouvons regarder, entre guillemets, de la sorte tout ce qui se présente à nos yeux. Qu'allons-nous découvrir ?
En général, il ne nous est pas donné de pénétrer la forme sans la dénaturer. Il n'y a pas d'autre moyen que la dissection pour voir l'intérieur des êtres vivants. Sans véritablement voir l'intérieur de l'arbre, ce qui impliquerait de le couper transversalement ou longitudinalement, donc de le tuer, nous sommes à même de percevoir les structures qui sous-tendent sa forme revêtue après la chute des feuilles. L'arbre révèle ce qui est caché avant de le dissimuler à nouveau. Aussi, il nous faut changer de plan focal au lieu de nous arrêter à la surface. À la surface est l'animal homme vertébré, mammifère, hominidé et tout ce qu'on peut en dire. Sous la surface, à l'intérieur de ses organes internes et les reliant, des réseaux de sève, sang, lymphe, liquides organiques, ramifiés comme des feuilles, parties de l'arbre à l'image de l'arbre, et des arbres. Au profond des cellules, dans les fluides, les tissus, absolument tout ce qui compose l'organisme, on trouve le minéral. Sous forme d'eau cristalline tout d'abord et sous forme de sels minéraux, métaux, métalloïdes. La cellule animale et la cellule végétale ont de saisissantes correspondances. Une même structure cyclique, le noyau porphyrique, se retrouve chez les végétaux et les animaux. Cette structure est appelée hème chez les plantes et elle est responsable de la photosynthèse. Elle est appelée hémoglobine dans le sang humain, où elle est responsable des échanges gazeux. Si au centre du noyau porphyrique, il y a du fer, c'est de l'hémoglobine. Si en son centre, il y a du magnésium, c'est de la chlorophylle. Si c'est du cobalt, il s'agit de vitamine B1. Et si c'est du chrome, du facteur de tolérance au glucose, un élément essentiel au métabolisme humain et animal. La vision des animaux, donc de l'homme, et la photosynthèse des végétaux procèdent des mêmes mécanismes. Plusieurs pigments sont communs aux végétaux et aux animaux, comme la mélanine, les caroténoïdes. Ainsi, le minéral présent au sein d'une même structure définit non seulement sa fonction, mais aussi son orientation, animale ou végétale. Bien loin de la vision soi-disant scientifique, séparative, nous voyons émerger le véritable homme microcosme, qui contient en lui-même à des échelles différentes le végétal et le minéral. La similitude anatomique de certains organes humains et végétaux est frappante. On ne peut l'ignorer. Par exemple, le cervelet vu en coupe figure à l'horizontale un magnifique arbre, l'arbre de vie, tel le chêne avec son tronc solide, ses branches robustes et son feuillage dru. Quant aux structures minérales, au-delà des limites de nos perceptions ordinaires, elles ont besoin du microscope pour se révéler. Elles apparaissent cependant aussi bien au sein du végétal que de l'animal. Pour celui qui observe, elles sont omniprésentes. Ceux qui ont classifié le vivant ne savaient-ils donc pas que si le végétal et à son tour l'animal absorbe et réorganise le minéral, il ne saurait s'en passer? Le minéral donne vie au végétal, à l'animal. L'inerte donne vie à ce qui respire, croît, florifie, fructifie et décline, à ce qui se meut, à ce qui vit et meurt. L'inerte et l'animé sont interdépendants. Ils vivent l'un de l'autre, dans une compréhension organisée et organique du vivant. Et si les animaux absorbent les végétaux, voire d'autres animaux, c'est parce que le minéral capté par la plante est organique, biodisponible, donc assimilable. La roche cède à l'eau. L'eau nourrit la plante et véhicule les éléments minéraux. Les animaux absorbent les plantes et rejettent des sels minéraux organiques. Un animal n'est pas une pierre ni une feuille, mais il participe tout simplement des deux. En aucune manière il n'est séparé de ces formes de vie qui le composent intimement. L'énergie vibre dans la pierre, respire dans la plante, dort dans l'animal et s'éveille dans l'homme. Mais dans quoi donc se révèle-t-elle? Niveau d'organisation. La notion de niveau d'organisation est essentielle pour percevoir la réalité dans ses multiples dimensions. Toute vérité est relative, elle ne s'applique qu'à un, voire plusieurs des différents niveaux, mais pas à tous, manifestement. À un certain niveau, elle est erronée, à un autre, elle est juste, à un autre encore, elle est caduque. Macrocosme. Univers, galaxie, planète, écosystème, organisme, organes, cellules, molécules, atomes, particules subatomiques, vibrations. Parlons de fractalité. Une structure fractale est statistiquement ou exactement autosimilaire, c'est-à-dire que chacune de ses parties est semblable à l'ensemble. La partie
à l'image du tout. Les structures ci-dessus sont fractales, l'une étant partie d'un tout devenant partie d'un tout et ainsi de suite, un tout qui l'englobe. Chez l'être humain, les proportions, des phalanges, des doigts par rapport à la main, de la main par rapport au bras, etc., suivent de façon récurrente la suite de Fibonacci. La structure humaine présente cette proportion de manière fractale. 1 plus 1 égale 2 plus 1 égale 3 plus 2 égale 5 plus 3 égale 8 plus 5 égale 13 plus 8 égale 21 plus 13 égale 34 plus 21. La nature fractale de l'univers. Les structures se répètent à une échelle de plus en plus réduite. Quelques exemples de modèles fractales, des différents règnes à l'homme, des différents niveaux d'organisation, de l'homme au cosmos, de la structure interne à la structure externe. On ne peut parler de fractal sans évoquer l'hologramme. Un hologramme est une représentation du tout, une image qui comprend le tout. L'homme représente le microcosme, qui signifie petit monde, au sein du macrocosme, qui signifie grand monde. L'homme microcosme se projette en lui-même, en totalité et en partie, dans son propre corps, devenant lui-même un objet fractal ou holographique. Nous voyons ici de ces correspondances homme-homme. Les réflexologies exploitent l'extraordinaire particularité du corps humain qui se projette tout ou partie en lui-même, de l'intérieur vers l'extérieur, en totalité sur une partie, d'une partie sur la totalité. Et pour poursuivre dans la comparaison homme-plante, observons ces structures ramifiées, la correspondance entre les organes et les feuilles, les vaisseaux et les racines, les formes, la beauté. Les circonvolutions, labyrinthe. Les circonvolutions du cerveau se forment en même temps que les empreintes digitales. Elles sont également reliées à celles des intestins, ou deuxième cerveau, voire premier, c'est selon. Les reins, testicules, oreilles se correspondent énergétiquement, comme nous l'avons vu. Reparlons des sels minéraux, parlons des minéraux, parlons des éléments, parlons des cristaux. Cristaux, cristal. Du grec, figé par le gel. Le mot cristal est employé pour désigner des minéraux transparents et de forme géométrique. Désormais, dans la science moderne, il sert également à désigner la structure des atomes qui composent un matériau. Dans un réseau cristallin, les atomes, ions, molécules, occupent des positions dans l'espace définies et régulières selon une structure réticulée tridimensionnelle. Un réseau, une matrice. Une structure cristalline est une structure organisée, régulière, rythmique. La forme extérieure est directement liée à la structure interne, c'est-à-dire à la disposition des atomes. Structure atomique. Une fois de plus, voilà le modèle fractal ou holographique. La structure au niveau atomique, au niveau des ions, au niveau des molécules. Ce sont des différences d'échelle. Structure atomique. Les cristaux sont des solides dont les atomes s'agencent en formes géométriques régulières et récurrentes. De nombreuses substances peuvent cristalliser. C'est ainsi que des fragments de solides cristallins se présentent toujours sous une forme définie. Les cristaux de sel ordinaire, chlorure de sodium, sont cubiques, car les atomes de sodium et de chlore se suivent en alternance sur des rangées qui forment un angle droit les unes par rapport aux autres. Ici, nous voyons le processus de cristallisation du sel gemme. La structure atomique détermine l'agencement de la molécule jusqu'au cristal, puis aux empilements de cristaux successifs. À tout niveau, la structure demeure la même. Voici comment poussent les cristaux, exactement. Alors, animal, végétal ou minéral? Le cas des coraux.
Un cristal, des cristaux. Un corail, des coraux. À mi-chemin entre le minéral et l'animal, les coraux. Et puis nous allons reparler des pierres qui poussent, cultivées comme des choux. Eau qui lève comme de la pâte à pain. Des monolithes cultivés comme des plantes, ou comme des champignons plutôt. Bien sûr, pourquoi ne pas faire pousser des pierres, des minéraux, puisqu'on peut bien faire pousser un cristal de glace. Il nous faut maintenant nous familiariser avec ce terme de mud fossils, ou fossiles de boue. Les géants, pris dans le déluge de boue, auraient été fossilisés, pétrifiés. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Qu'est-ce que c'est que ces boules ? On appelle ces boules des concrétions. Mais Roger nous explique que ce sont des boules qui se trouvent à l'intérieur de la structure de la peau, dans les fibres de collagène. Interstitium, un nouvel organe. Découverte d'un nouvel organe disséminé dans tout le corps, l'interstitium. Et ça, ce sont des boules interstitielles. De l'interstitium. Research, and then you can't deny it. But you have to do the research, and they refuse to even look. And I understand it's. All right, some of them have this. And it depends on, first of all, kaolin clay. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une de ces machines, nous explique-t-il. Roger nous explique que ça, c'est du tendon, qu'ils ont taillé des dalles et ces blocs dans du tendon frais. Et ça, c'est de l'os. Dans l'agrandissement, sur le côté, on voit même du sang. Un morceau d'os avec du sang. Ces fameux murs, n'est-ce pas ? Ces murs cyclopéens ajustés avec des morceaux asymétriques, irréguliers. Et ça, c'est du calcaire, CaCO3. Et ça, c'est un tendon. Oh, c'est de la lave, c'est de la lave. Non, ça n'en est pas, nous dit-il. Et voici un ligament attaché à une de ces fameuses boules que nous voyions tout à l'heure. Et ça, c'est la couche de chair. Et voici à quoi ça ressemble quand c'est vivant. Les ligaments. Et voici ce ligament qui s'attache à une boule qui a été un peu arrachée. Ça, c'est une blessure. Et ça, c'est le rapport d'une analyse ADN. Roger a lui-même prélevé des échantillons. Il les a envoyés dans un laboratoire spécialisé. Et le résultat, ADN humain. ADN d'Homo sapiens. Premier échantillon, ceci est un poumon. Deuxième échantillon, un bout de doigt. Troisième échantillon, seulement à l'écran, également un bout de doigt, d'après Roger. And stones and mountains and stuff, that we live in a cemetery with giants and titans who are petrified, and that when we see a stone like this, that's why I'm showing you the pictures, it's like a piece of stone or a piece of whatever you call it, and it looks like a piece of meat, right? Exactly the same way when you buy pork meat or whatever other type of meat, and these are like pretty much stones, right? You put them on a platter, on a plate, and they literally look like chunks of meat. And of course, there's this like mud fossil thing going on for like quite a while. But then when you speak with people about this, they just call you crazy because, you know, who the heck would accept that we are just DNA experiments who live in a world which is based on, like, we're walking on dead bodies, petrified bodies of giants and titans with lots of like fat.
And yeah, it's one of those things, of course, for many people, it's just like coincidence that these pieces of stone look like meaty, juicy, like petrified blood. But then there's like these researchers who are independent, and when they're studying, when they're cutting these stones, and they just look like as if you're cutting the bones of a human being or the flesh of a human being, exactly the same principle with the same like type of like cells and anatomy and all that stuff. Quant à ces montagnes peintes, ces structures entraînées, d'après la personne de la chaîne New Earth Channel, il s'agirait de pierres qui ont été fondues. Mais d'après Roger, il s'agirait de fibres musculaires et tendineuses. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? On trouve de ces montagnes dans plusieurs lieux du monde. Voici une photo au microscope à balayage électronique de fibres musculaires sectionnées. Et voici nos fameuses colonnes basaltiques, nos colonnes de lave. Ça ne vous rappelle rien ? C'est ce qui fait dire à Roger que ces fibres, en faisceau, pourraient bien être la véritable nature des colonnes de lave, et que la tour du diable n'est pas un arbre coupé, ce sont les fibres du tendon d'Achille, sectionnées. La tour du diable, des tendons de géants ? Quant à ces grottes, la structure fibreuse serait-elle celle d'un muscle lisse ? Et ces concrétions seraient-elles des villosités internes ? Des cavités ? Petit extrait de ces films « Rocks were alive ». Les pierres ont été vivantes. Qu'importe ce qu'on en pense, bien sûr, l'impression demeure saisissante. Et la véritable question, c'est qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que ce monde où les symboles sont partout et nous enseigne sur la réalité cachée des choses ? Et vous en pensez quoi ? Non, ceux-ci ne sont pas des géants, mais ils sont pétrifiés par la lave, tiens, encore la lave du volcan Vésuve, et dans les Philippines aussi, des formes
des formes vraiment humaines, à taille humaine, pétrifiées. Et pour finir, un petit coup d'œil sur ces montagnes qui ne sont pas des montagnes. Sur ces grottes qui peut-être ne sont pas des grottes. Sur ces pierres qui ne sont pas des pierres. Delta de fleuves ou vaisseaux sanguins. Minéral, végétal, animal. Quel est le monde qui est sous nos yeux? Bien sûr, nous devons laisser provisoirement ces questions en suspens, mais il nous faudra bien évidemment reparler très vite de la fossilisation instantanée, du phénomène de substitution de l'organique par le minéral, la substitution nucléophile par exemple. Et voici qui soulève certainement beaucoup plus de questions. Notre monde, le monde naturel n'est vraisemblablement pas ce que nous avons cru qu'il est. Et si tel était le cas, une biologie géante sous nos yeux, voilà qui expliquerait certainement l'acharnement à détruire, exploiter, réduire en tout petits cailloux toute roche, toute montagne, toute éminence, tout, pour que nous ne puissions pas voir ce qui décidément est sous nos yeux.